Voilà les symboles des deux dernières publications de la JUCAF. À Cotonou, le symbole, c'était le trône du roi Guézo, vous voyez l'importance, mais le congrès précédent, qui s'était le président El Khoury, c'était le cèdre, évidemment. Et les badges que vous avez là, c'est la tour Hassan qui est là. Donc, nous essayons à chaque fois de lier le contenu avec l'identité du pays. Et non, M. le Premier président Soulard a parlé tout à l'heure du costume. Vous voyez comment la Cour de cassation du Maroc a adapté, elle, son costume, tradition culturelle et tous les éléments qui le composent. C'était votre dernière audience solennelle pendant le Covid. Alors, cette idée, je remercie, j'associe en même temps M. le Premier président Abdel Nabaoui, M. le vice-président Namiri et Mme Salwa Mazouz qui est là parce qu'effectivement, c'est en 2016, en venant pour le Conseil de l'Europe à la Cour de cassation, à l'invitation du Premier président Farès, dont vous m'avez présenté le portrait, histoire aussi des anciens premiers présidents. À cette occasion, j'ai découvert qu'il y avait une Cour de cassation, peut-être dans le monde, en tout cas, je ne sais pas, mais au sein des pays de la JUCAF, qui possédait un musée avec des éléments absolument passionnants. Et donc, avec Mme Mazouz, qui était la conservatrice de ce musée, on avait dit qu'il faut absolument faire quelque chose. Je ne suis pas celui de mes défauts. Et donc, on s'était promis de développer au sein de la JUCAF cet aspect historique de remise en perspective. Et je sais tout de suite avec le Premier président, avec l'ensemble des premiers présidents, combien c'était important d'avoir cette remise en perspective. Et je reviens justement sur le Maroc, parce que suite à cela, sur le site internet de la JUCAF, beaucoup de pays maintenant ont une page déjà l'histoire, et vous voyez ici la page du Maroc sur l'histoire, et le premier document qui s'y trouve, c'est l'inauguration, vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier Président, de la Cour suprême par le roi Mohamed V, le 23 octobre 1957. Et petite surprise, j'ai demandé à M. Galonopoulos, qui nous suit en direct à la Cour de cassation, de voir si on avait des documents concernant la création de cette Cour suprême du Maroc. Et eh bien, vous allez voir le document que nous avons retrouvé. Et nous avons retrouvé un discours à la Cour d'appel de Rabat de 1956 et à l'audience solennelle de la Cour d'appel de Rabat, le 2 octobre 1956, le roi Mohamed V a fait un discours que vous avez et qui annonce la création d'une cour de cassation dans le cadre d'une réforme judiciaire. Et il parle effectivement de la justice. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne justice? C'est un signe de civilisation et un facteur de stabilité. Et donc, il annonce la création de cette cour et nous couronnerons cette réforme judiciaire par la création d'une cour de cassation qui aura pour mission de veiller au respect de la règle de droit et à la stricte application. Et justement, eh bien, nous avons trouvé 2 exemplaires de ce document à la Cour de cassation et je vous ai bien entendu apporter l'original, le document qui est là, Monsieur le Premier Président. Voilà la petite surprise. Je vous remets donc ce document de l'annonce de votre cour, ce que nous avons trouvé. Il y en a 2 exemplaires encore. Il y en aura donc un à la Cour de cassation française. Et nous avons d'autres documents. Vous savez qu'avant qu'on ait cette cour, c'était la Cour de cassation française qui était la Cour de cassation du Royaume du Maroc. Voilà, c'était ça. Et j'ai des discours que je vous ai apportés aussi de 1945, 46, 47, 52, 53, et qui annoncent que c'était effectivement la Cour française, la Cour de cassation du Maroc, les évolutions. Et nous me remettons donc ainsi en perspective totale, mais c'est le discours d'octobre 1956 de feu Mohamed V qui annonce la conception de cette cour. Et vous avez ce document historique et je vous donnerai pour votre musée aussi tous les documents que nous avons retrouvés. Si on peut reprendre maintenant, on va repartager l'écran. Je vais reprendre le propos. Vous voyez que la collaboration entre nos 2 cours est vraiment exemplaire et je remercie beaucoup M. Galopoulos qui est en direct d'avoir retrouvé
ce document et à M. Christophe Soulard d'avoir permis de vous les transmettre, ainsi que les documents. Vous voyez l'attachement qu'a M. le Premier Président à ces je voudrais continuer. Voilà. Ce que je voulais montrer, c'est, et M. le Président Adossou en a parlé, c'est vraiment les trois périodes. C'était avant la colonisation, on a tous une histoire, la colonisation et la justice d'aujourd'hui. C'est celle-là qui nous intéresse, sur quels sont les piliers. Et juste, je montre ce panneau qui intéressera aussi nos collègues luxembourgeois, belges et autres. C'est la première représentation de la justice qui existe et de l'erreur judiciaire. Et nous avions, dans la justice du Moyen-Âge, vous voyez, nous sommes au XVe siècle, nous avions aussi l'ordalie, puisque je sais qu'un intervenant du Bénin évoquera la question de l'ordalie dans nos débats tout à l'heure, et ce système de preuve. Eh bien, nous avions aussi ce système de preuve. Vous voyez, c'est le panneau sur l'empereur Othon. En fin de compte, c'est l'épouse de l'empereur Othon qui avait dénoncé un comte qui lui aurait fait des avances. Et donc, l'empereur Othon, qui était aussi le juge, a fait condamner à mort, et c'est le premier, et exécuté le comte innocent. Le bourreau lui remet la tête, et dans le diptyque, dans le deuxième panneau, eh bien, vous voyez qu'elle tient le fer chauffé au rouge qui était sur les braises, et elle ne se brûle pas. Donc, ça veut dire qu'elle dit la vérité. Et donc, l'empereur Othon va estimer qu'il a commis une erreur judiciaire. Il va donc se punir. Comment il va se punir? En brûlant sa propre épouse, qui avait dénoncé les fausses avances qu'aurait fait l'empereur Othon. Vous voyez, c'est absolument abominable, mais c'est aussi ceci. Pour la Cour de cassation, dans son histoire, je vous remettrai aussi un exemplaire, puisque nous avons fêté, elle a été créée en 1790, donc je vous remettrai aussi des documents sur le document du bicentenaire des 200 ans de la Cour de cassation, c'est l'ouvrage qui est là, et vous voyez les audiences solennelles telles qu'elles se déroulent encore, tout se déroule comme, en fin de compte, au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. Je pense personnellement qu'il peut y avoir des évolutions qui se passent. Et vous voyez aussi, je vous montre une évolution, lorsque, jusqu'en 1904, il y avait un crucifix, une justice religieuse qui était dans toutes les cours françaises. Ça existe encore dans quelques cours en Europe, mais c'est tout à fait différent en Italie. Mais la Cour européenne des droits de l'homme a statué sur ce problème. Et aujourd'hui, en 1904, les représentations religieuses ont été enlevées. Donc, ce sont des cours, le principe de laïcité, vous connaissez. Et dans la chambre commerciale de la Cour, vous voyez le portrait de Napoléon avec son code civil qui est là, dans cette chambre commerciale de la Cour de cassation. Et là, vous reconnaissez à la fois, sans doute, le président de la République, M. Macron, qui est à la Cour de cassation et qui regarde vers le haut. Et ce qu'il regarde, c'est effectivement cette toile qui est au plafond et qui symbolise la loi. Et vous voyez les évolutions considérables qui se sont posées, puisque la loi, c'est le principe de Montesquieu qu'a évoqué tout à l'heure le premier président Adossou. Et vous avez le juge qui se découvre et qui enlève sa toque par signe de respect, et vous avez les deux symboles, l'épée et la force, la balance, l'équilibre, et vous avez le législateur qui est en haut, et c'est la justice qui est en haut. Et justement, dans son discours, le président Macron a évoqué les évolutions que nous évoquerons tout à l'heure, avec justement l'interprétation de la loi au regard des principes fondamentaux, des principes constitutionnels, des principes de droit international ratifiés et des cours communautaires. Et donc, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne, comme vous avez, on évoquera la Cour de justice de l'ONU, par exemple, ou les juridictions interafricaines. Donc, il y a un changement, puisque même la loi peut avoir un juge supérieur à la loi ou à l'interprétation. Donc, il y a un véritable renversement des symboles de justice qui sont faits, et ce symbole dans la Cour de cassation française a été évoqué par le président Macron dans son discours. Le deuxième aspect, et là, vous avez... C'est la Cour suprême du Sénégal, Monsieur le Premier Président, qui sera évoqué tout à l'heure par Monsieur Ndiaye, et le rapport entre art et justice, et c'est la Cour suprême du Sénégal qui a fait une très belle exposition dans ce qui était avant, effectivement, le musée dynamique créé par le président Senghor. Et vous voyez encore, je crois que ce sont des tapisseries de Thiès qui sont là, et beaucoup de symboles. Ça sera évoqué tout à l'heure, ce rapport entre art et justice, puisque j'ai eu le plaisir de voyager au Sénégal.
J'évoque ici le président Koulibaly, qui a été votre prédécesseur et que je salue, qui était le vice-président de la JUCA. Et vous avez ici les représentations dans le tribunal de Saint-Louis, qui m'a été présenté par mes amis sénégalais. Vous avez un tableau qui est la justice poursuivant le crime, qui est un tableau qui a été effectivement une toile de Pierre-Lope Prud'homme, qui a été réalisée entre 1804, période napoléonienne. En fin de compte, il y a beaucoup de reproductions et on me dit qu'il y en a aussi en Tunisie. Alors, Monsieur le Premier Président pourra peut-être nous expliquer. Et que dans plusieurs pays, il y en a, je ne sais pas dans quel tribunal. En fin de compte, il y a une diffusion de représentations de la justice et de symboles qui existe encore et qui date du début du 19, c'est au moment du 19e siècle, au moment de la colonisation, qu'il y a eu ces tableaux. Et là, j'ai fait cette photographie au tribunal de Saint-Louis, donc dans le nord du Sénégal. Et nous avons comme ça le troisième premier président qui est salué, qui est le président Badio Camara, qui était le président de la Cour suprême et qui est aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle du Sénégal. Et justement, quand il est venu visiter le nouveau palais de justice de Paris, une des questions, et je pense que c'est une question qu'il faudra que nous débattions, c'est où sont les symboles de la justice dans ces nouveaux palais de justice? Où sont les symboles de la justice? Il y en a un symbole, souvent, ce sont les palais de verre, c'est le symbole de la transparence de la justice. Vous en avez parlé sur la communication. Mais les symboles de la force, de l'équilibre, où sont-ils? Ou est-ce qu'ils sont tout à fait modernisés avec des artistes qui n'ont pas forcément toujours la culture judiciaire? C'est une question, je pense qu'il faudra qu'on aborde dans nos débats. Alors, pour montrer la comparaison entre les pays, j'ai pris un exemple simple, la justice aux yeux bandés. Pourquoi la justice? J'ai pris les exemples, vous verrez, du Liban, de la Roumanie et de la Bulgarie. C'est une représentation, effectivement, que l'on retrouve, une allégorie du siècle. C'est la nette des fous, ce serait la première représentation de la justice les yeux bandés. C'est pour l'impartialité, puisque je ne vois pas le justiciable, je ne juge pas sur son apparence, qu'elle soit sa couleur de peau, son apparence, je suis un juste juge. Et là, j'ai pris des images de la salle d'audience de la Cour suprême de cassation de Bulgarie et un vitrail que vous voyez de la Cour suprême de Bulgarie. J'ai repris aussi, Madame la Première Présidente Corbu, vous reconnaissez peut-être ce tableau, c'est dans votre cour en Roumanie, c'est le symbole de toujours une femme, hein, depuis la justice en Grèce, en Égypte, c'est une femme qui représente la justice, mais la femme aux yeux bandés, c'est différent. Et vous avez à côté le palais de Bétédine, que doit connaître Monsieur le Premier Président El Khoury au Liban. Et justement, là, ce n'est pas la justice aux yeux bandés. Le cheikh qui se trouvait, Bachir, dit le Grand, l'émir du Mont-Liban au XVIIIe siècle, ne voulait pas regarder les justiciables. Et lui, il ne mettait pas un bandeau sur ses yeux. Vous voyez, il se tenait dans l'antichambre, de côté. Il ne regardait pas le justiciable, il se trouvait, vous voyez le banc en pierre qui se trouve là, les justiciables étaient là, lui était de profil et on ne le voyait pas. Vous voyez, mais c'est le même principe, mais avec des symboles tout à fait différents. Je pense que ça sera intéressant d'évoquer cette question. Et puis on verra les symboles en Afrique de justice traditionnelle. Alors, vous verrez dans une communication qui va être faite sur la justice en pays sénoufo, le calao, symbole de justice. On sait aussi qu'il y a les arbres, on a parlé du baobab par rapport à d'autres. Vous verrez, il y a des ouvrages qui sont publiés en la matière. Et puis, vous avez aussi les masques fang en Afrique, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun, ça sera évoqué. Et c'est un dialogue entre les vivants et les morts. Les vivants et les morts, et je pense que ça sera évoqué aussi par nos collègues du Bénin, parce que vous savez que vous avez la grande exposition sur les biens restitués au Bénin, qui a été le symbole à Cotonou, qui est actuellement à Rabat. Et nous avons vu les acènes. Les acènes, ce sont des objets plantés dans le sol et qui relient les vivants et les morts. Et je pense que ces symboles en matière de justice sont aussi extrêmement importants. Je pense que M. Rabat va le voir. Nous discuterons aussi beaucoup de la justice coutumière. Nous pouvons évoquer aussi les problèmes d'une Kissi qui existe avec ce pays du Congo, qui sont à la fois des symboles de sort et de guérison. À chaque fois qu'il y avait un procès, aussi, c'est aussi en matière de santé, hein, pour jeter un sort ou pas, mais aussi c'est pour résoudre un litige. Et vous avez des écrits qui sont assez intéressants. J'ai trouvé un certain nombre d'ouvrages
sur ces thèmes. Et ça, c'est une qui a été détenue. Vous voyez encore le lien avec la culture. Guillaume Apollinaire, le grand poète français, qui avait personnellement cet ouvrage. Alors, on abordera aussi d'autres questions que je vais aborder sur les assesseurs et d'autres éléments. On abordera au cours de séminaires, et notamment demain, et vous nous avez transmis beaucoup, les arrêts dits historiques des cours de cassation, c'est-à-dire l'identité des cours, c'était de prendre des grandes décisions sur quel domaine, on va voir sur quel domaine. J'ai mis cet arrêt historique qui est toujours dans la Grande Chambre, le 12 juillet 1906 en France, par le président Ballot-Beaupré, c'est l'innocence du capitaine Dreyfus, le 12 juillet 1906, et la motivation est extrêmement courte, attendue en dernière analyse que de l'accusation portée contre Dreyfus, rien ne reste debout. Voyez donc la diversité des thèmes que l'on va aborder, et on aura déjà beaucoup de sujets à traiter sur le patrimoine, la conservation du patrimoine, les symboles de justice, les grands arrêts. Ce sont les 3 thèmes que nous allons aborder. Mais nous avons 2 autres thèmes que nous aborderons dans un autre séminaire qui suivra si celui-là réussit, mais je pense qu'il est tout de même bien parti. C'est autour d'autres symboliques comme le costume. Vous voyez, j'ai mis des photographies de 4 costumes pour bien voir la différence. Vous avez le costume lorsque la Cour de cassation a été créée. Vous avez le costume de la Cour de cassation de Tunisie, je trouve, qui était à l'époque le premier, celui de la Cour du Maroc, et l'autre, c'est celui du Cameroun, qui sera présenté en direct par notre collègue Sokin, qui sera en Zoom, qui est à la fois la culture française, francophone, avec le costume, et la culture britannique, puisqu'ils portent les perruques comme les juges britanniques. Vous voyez bien que la culture, aujourd'hui, c'est quand même un grand débat. Et je termine sur un des thèmes qui va être abordé, c'est la conclusion, dans les arrêts, dans les grands arrêts, et c'est sur les personnels judiciaires. Parce que l'histoire des personnels judiciaires, quand on regarde l'histoire, c'est que l'histoire des hommes. Et donc, comme le dit de grands historiens, c'est l'histoire de la moitié de l'humanité. Alors, depuis 1946 en France, depuis d'autres pays, il y a beaucoup de femmes qui deviennent juges, et l'histoire des femmes, et des femmes universitaires, des femmes avocats et des femmes juges est importante. Et je vais conclure justement sur le dernier élément de la JUCA. En 2019, j'avais fait une étude comparée. Il y avait 4 femmes qui étaient présidentes de Cour suprême judiciaire en 2019. Et j'ai fait l'étude aujourd'hui. En 2013, en 2023, vous en avez 10, dont plusieurs sont présentes ici, et je les salue. Donc, vous voyez, on est passé en 4 ans de 4 femmes premières présidentes à 10 femmes premières présidentes en 2050. Vous voyez que l'histoire, c'est un long chemin et qui ouvre un certain nombre de perspectives. C'est la même chose en Europe, c'est l'évolution, et j'espère qu'on pourra faire le lien entre l'histoire et l'avenir, parce que c'est ça qui nous intéresse. Je vous remercie beaucoup.